Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième édition du SRALange Occitanie. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Béatrice Le Floch-Meunier, je suis chargée de mission qualité et gestion des risques sur la structure régionale d'appui. Je commence par remercier chaleureusement le docteur Hertel Pau de la Haute Autorité de Santé d'avoir accepté de co-animer ce SRALange avec nous. Je vais la laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie moi-même la SRA Occitanie de m'avoir invitée. Je suis Valérie Hertel-Pau, je suis adjointe au chef du service des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, ce service a en charge toutes les recommandations de bonnes pratiques. Et moi, je suis particulièrement en charge de tout ce qui est parcours de soins, pertinence des soins et protocole de coopération entre professionnels de santé. Merci de m'avoir invitée. Et puis, ce que je voulais dire en introduction, c'est que la Haute Autorité de Santé travaille depuis de très nombreuses années sur les parcours de soins et notamment, elle définit des parcours de soins pour les maladies chroniques. On en a fait de nombreux depuis ces 10 dernières années et on travaille toujours à actualiser nos parcours avec les dernières recommandations de bonnes pratiques sur les différents sujets qui peuvent être l'insuffisance cardiaque, la BPCO. Et en cours, nous travaillons notamment sur un sujet sur l'épilepsie chez les enfants et chez les adultes. Voilà. Et merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Donc, juste pour redonner l'objectif du SRALange, l'objectif de ce SRALange, c'est de valoriser et de partager les actions remarquables sur la région. Donc, le principe, c'est que la SRA Occitanie lance une question. Les établissements ont à peu près 6 semaines pour proposer une action en lien avec cette question posée. L'équipe opérationnelle, à partir d'une grille, choisit l'action. Ça, c'est toujours le plus difficile. C'est validé après avec l'expert du sujet et les 3 lauréats qui sont retenus sont valorisés lors du webinaire en présence de l'expert de la thématique. Donc là, nous allons vous présenter le thème de ce SRALange. C'était sur le thème du parcours de santé, donc dans une partie large, puisque le parcours de santé au sens de l'articulation des soins, avec en amont la prévention en santé et sociale et en aval l'accompagnement médico-social et le maintien et le retour à domicile. Donc, nous avions vraiment une vision très large du parcours de santé. Et la question qui était posée dans le cadre de ces parcours de santé, comment la coopération pluriprofessionnelle améliore-t-elle la qualité et la sécurité des patients, personnes accompagnées? Donc, nous avons eu sur cette thématique 7 contributions, toutes de grande qualité, et il a fallu choisir. Je vais vous présenter la première. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est vraiment un ordre aléatoire, il n'y a pas d'ordre des meilleurs vers les moins bons ou l'inverse, c'est une présentation aléatoire. Donc, une présentation par l'ADPI sur des équipes de parcours de santé personnes handicapées qui avait pour objectif de faciliter l'accès aux soins et favoriser l'autonomie, de coordonner les parcours. Cette action est encore en cours de projet et commence à s'installer. Deuxième action, c'est l'association Games qui a mis en place en 2020 la création d'une fonction Care Manager au sein de leur établissement pour éviter les ruptures de soins et permettre une meilleure visibilité des parcours au sein de leur prise en charge. Troisième présentation, présentée par le SAMSA de l'association Trisomie 21, qui a créé un groupe de parole vie affective et sexualité, ainsi qu'un atelier Ma santé intime. Donc, c'est vraiment pour permettre de développer les capacités de choisir et d'agir de façon auto-déterminée et de réaliser des apports théoriques et de prévention sur la santé intime. Donc ça, c'est des ateliers qui ont lieu. Et un quatrième, le groupe Avenir de l'USAP, qui a créé une façon d'accueillir tous les usagers admis sur le centre par l'intermédiaire d'une réunion de 2 heures co-animée par un professionnel et un usager de la structure pour présenter le parcours au sein de la structure et rendre lisibles les prises en charge. Ces 4 contributions que je viens de vous présenter
de grande qualité n'ont pas été retenus en tant que lauréats, mais feront l'objet, pour ceux qui ont donné l'accord, d'une diffusion sur notre site dans une rubrique partage d'expérience. Donc là, je vais laisser la main au docteur Ertelpo qui va animer la partie échange avec les 3 lauréats. Et juste ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ce format webinaire, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir oralement. Mais par contre, il y a un chat et je vous invite chaleureusement à l'utiliser pour faire vos remarques, poser vos questions et créer de l'interactivité. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole pour la présentation du premier lauréat, qui est la carte mentale Huntington, un outil parcours patient en région Occitanie. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir sélectionné ce projet et avoir permis de le présenter aujourd'hui. Et Dr Ertelpo pour l'animer aussi, donc à toute l'équipe de la SRA aussi. Donc, en effet, là, je vais vous présenter un peu rapidement ce projet de carte mentale sur la maladie de Huntington, qui a été réalisé par notre équipe Maladies Rares Occitanie, qui est un dispositif d'appui et de ressources pour les professionnels sur les maladies rares. Donc déjà, voilà, vraiment en très courte introduction, très rapidement, Maladies Rares Occitanie, je vous disais, un dispositif d'appui pour les professionnels qui contribue notamment à réduire l'errance de diagnostic et de parcours, sachant que dans les maladies rares, donc une maladie rare, c'est tout ce qui touche moins d'une personne sur 2000, la question de l'errance diagnostique, elle est vraiment au cœur de ces problématiques. Vous avez c'est à peu près un quart des personnes qui attendent 5 ans au moins pour avoir un diagnostic. Donc, c'est une forte problématique et aussi d'errance de parcours. C'est un peu ce qui va faire ensuite l'objet de ce projet-là. Il y a aussi comme mission d'informer et d'orienter les professionnels sur ces pathologies et de former tout professionnel de santé, du médico-social et du social pour pouvoir mieux identifier ces pathologies et mieux les prendre en charge, les patients atteints de maladies rares. Donc là, ce projet, il concernait la maladie de Huntington. Alors, parmi les 7000 ou 8000 maladies rares, pourquoi on s'est intéressé à celle-ci? Parce que déjà, c'est une maladie rare neurodégénérative et évolutive, qui peut parfois d'ailleurs évoluer très rapidement. Que ce sont des parcours qui sont très complexes, parce que déjà, il y a énormément d'acteurs autour de ces personnes. Et vu que cette maladie évolutive, en plus, ça demande une adaptation assez régulière. Qu'il y a peu de ressources, malheureusement, qui sont disponibles, puisque c'est une maladie rare aussi, que ce soit au niveau de l'expertise médicale, mais aussi des établissements médico-sociaux qui sont sensibilisés à cette pathologie. Il y a quand même, au niveau régional, parce qu'on s'est positionné au niveau régional, peu de ressources disponibles. Et il y a une problématique, donc là c'est un peu une problématique qui est un peu commune à toutes les maladies rares, c'est qu'en fait il y a une méconnaissance de la maladie. Donc que ce soit au niveau des médecins, mais aussi au niveau des établissements médico-sociaux, ils sont aussi mis en difficulté parce que ils ne connaissent pas la pathologie et surtout les besoins de ces personnes qui peuvent avoir des gros impacts sur la prise en charge, notamment par exemple sur la maladie de Huntington avec des impacts aussi sur du cognitif. Ensuite, là, on a aussi développé ce projet-là parce qu'on avait également des liens privilégiés, que ce soit au niveau médical, parce qu'on avait les centres de compétences, qui sont vraiment les centres experts de la maladie de Montpellier et de Toulouse, avec qui on était déjà en lien. Et aussi les associations de malades qui sont vraiment très, très actives dans ces champs, surtout dans les maladies rares. C'est vraiment une grosse expertise qui est au niveau des associations de malades. Donc, on avait aussi des liens privilégiés avec ces associations. Et puis, en fait, vu la complexité dont je vous parlais, l'équipe de Maladies Rares Occitanie, qui s'appelait Réseau à l'époque, a été déjà fortement sollicitée sur des problématiques, sur des patients qui étaient en rupture de parcours. Donc, il y avait déjà eu une expérience de l'équipe sur cette pathologie.
Donc, il y avait plusieurs objectifs ici sur ce projet. C'est pouvoir regrouper justement ces ressources, parce qu'elles sont rares, mais en fait, elles sont un peu éclatées, parce qu'on a, nous, notre équipe qui a des ressources, l'hôpital qui a les siennes, les associations qui ont les leurs. Donc, c'était pouvoir les regrouper en un même endroit, pouvoir les mettre à jour de façon collaborative et pouvoir diffuser tout ce qui va être aussi éléments pour aider à la prise en charge, protocoles, les recommandations, et pouvoir former les équipes de coordination. Donc ça, c'était l'objectif premier. Et l'objectif qui était un peu un objectif secondaire, en fait, c'était aussi de pouvoir créer une dynamique entre des acteurs autour de cette pathologie. Donc, on a choisi l'outil de carte mentale, donc, qu'on peut appeler aussi carte heuristique ou mind map. En fait, c'est une façon de représenter l'information, hein, donc, qui est sous forme graphique, avec, voilà, sous forme un peu d'arborescence, qui permet en tout cas de pouvoir tabler sur tout le parcours. Parce que nous, on voulait vraiment accéder au parcours, que ce soit au niveau du parcours de soins, du parcours de vie, les informations sur les aidants, sur les protections sociales et protections juridiques. Donc, l'idée, c'était que vraiment, ça puisse permettre de se repérer dans le parcours de soins et de vie, qu'on puisse, du coup, en naviguant un peu sur la carte, trouver finalement pour une situation en particulier, en tout cas, une solution qui pourrait être adaptée, et en même temps pouvoir réunir un grand nombre d'informations. Et cet outil, donc, c'est un outil qui est en ligne, donc que ce soit partagé, et ça peut être modifié et complété. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs sont aussi contributeurs. Donc, ils peuvent, par exemple, si jamais, voilà, nous, on a listé, par exemple, dans la partie lieu de vie, un établissement, et que du coup, eux, ils ont identifié un autre établissement, ils pourront, en tout cas, suggérer un ajout directement. Donc voilà, en tout cas, pour la présentation voilà, très, très générale et rapide, sans rentrer dans les détails de cet outil. Mais pour parler un petit peu plus voilà, du projet, en tout cas, comment il s'est constitué, ça a été aussi vraiment le partenariat. Hein. Donc là, ça revient un peu à la question hein, que la SRA a posée. L'idée, c'était vraiment de construire cet outil avec tous les acteurs. Donc ici, vous avez les centres de référence maladies rares, hein, ce qu'on appelle CCMR, centres de compétences, de Montpellier et de Toulouse. Donc là, c'était les neurologues, mais aussi les assistantes sociales des centres de référence de Toulouse et de Montpellier. Des associations, donc il y avait une association Un palier de toit qui fait des habitats inclusifs donc pour les personnes avec maladies neurodégénératives et notamment maladie de Huntington. L'association de patients Huntington France et donc nous, notre équipe, le réseau maladies rares et l'équipe aussi du réseau maladies neurodégénératives. C'est vraiment ce travail, en tout cas avec les partenaires, qui a permis aussi d'arriver à cette arborescence, donc là que vous avez eu vraiment un petit aperçu, hein, et aussi de pouvoir regrouper toutes ces ressources. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Hein, donc là, de façon voilà, très générale, il y avait un peu tout ce qui était pré-projet, donc identifier un peu le besoin, le choix de l'outil, la question des données aussi, comment on pouvait en tout cas être en conformité avec la loi RGPD et comment on pouvait ajouter et modifier des données. La partie vraiment construction de la carte en tant que telle, du parcours. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de questions qui ont tourné déjà sur comment organiser un peu ces données et puis donc ensuite pouvoir les regrouper. Et après, donc, il y avait donc, la troisième partie hein, qui a été la diffusion auprès, donc là, on a choisi comme cible les professionnels des PTA, donc des plateformes territoriales d'appui, qui, eux, font de la coordination autour des situations complexes. Donc, sachant que forcément, du coup, les maladies rares et notamment la maladie de Huntington sont quasiment pour la plupart, voire la totalité des situations complexes. Et ensuite, du coup, une fois que ces équipes étaient formées, il y a eu une partie sur l'évaluation de la pertinence de l'outil. Voilà un peu pour la présentation du projet dans son ensemble. Donc ensuite, ce qu'on a pu observer, nous, pendant donc, les parties, en tout cas, de réalisation et aussi de diffusion, c'est que au niveau, par exemple, du groupe de travail, on a eu une forte dynamique hein, qui s'est créée. Si je reviens au premier objectif, l'objectif qui est plutôt un objectif secondaire, de créer une dynamique autour de cette pathologie. Nous, on avait dans ce groupe de travail des associations de patients, des neurologues, des assistantes sociales,
Et il y a des discussions qui étaient très, très riches autour du parcours, parce qu'en fait, finalement, chacun de sa position avait une vision du parcours qui était différente. Et quand on les avait mis ensemble, en fait, on arrivait à quelque chose de vraiment complet. Et en tout cas, on a essayé le plus pertinent possible. Donc, c'était un outil interactif, donc ça facilite aussi le contact avec les partenaires. C'est-à-dire que quand nous, on allait voir des plateformes territoriales d'appui, il y avait quand même aussi un attrait sur le fait que c'est quelque chose d'un peu innovant aussi et d'interactif. Donc, ça a permis aussi de sensibiliser autour des maladies rares, parce qu'on parle d'une maladie rare, mais finalement, voilà, en parlant de la maladie de Huntington, on parle aussi de toutes les maladies rares. Et en tout cas, ça nous a permis, sur les retours qu'on a eus, ça a aussi facilité l'action de coordination des équipes face à une pathologie qu'ils connaissent très peu. Sur les points de vigilance qu'on a aussi identifiés, c'est une question du temps à prendre en compte parce que finalement, c'est quand même des outils qui sont un peu nouveaux, donc il y a un temps d'appropriation. Donc ça, c'est plutôt pour les destinataires de l'outil. Et aussi pour les équipes, pour l'équipe qui l'a construit, il y a un temps à prendre en compte sur tout ce qui va être mis à jour. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de mettre des ressources à disposition, c'est pertinent uniquement si ce sont des ressources qui sont à jour régulièrement. Ensuite, un autre point de vigilance, c'est que du coup, finalement, la maladie de Huntington, même si c'est une maladie qui accapare énormément les équipes, parce que comme c'est le cas, qu'il y a des cas très complexes, finalement, il y a quand même peu de cas qui sont rencontrés. Donc, nous, sur les 3 équipes de PTA qu'on a formées là, sur l'année 2020-2021, finalement, ils l'ont peu utilisé puisqu'ils ont eu peu de situations de maladie de Huntington. Voilà, donc les perspectives, ce qui nous a un peu amené à se dire, voilà, cet outil, il est pertinent, mais peut-être que finalement, sur une pathologie qui reste rare, même si quand on prend toutes les maladies rares, on est quand même sur 3 millions de personnes en France et à peu près 300 000 personnes en Occitanie. Donc on s'est dit, à ce moment-là, on va plutôt faire une carte sur l'ensemble des maladies rares. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà pas mal avancé. Et donc, on a aussi capitalisé sur cette coopération qui a très, très bien fonctionné sur la maladie de Huntington, en faisant un groupe de travail qui regroupe vraiment tous les acteurs autour des maladies rares, avec un objectif de sensibiliser et de former aussi des équipes qui font de la coordination, donc qui sont les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui sont en train de se créer, qui sont créés pour certains et qui vont l'être d'ici très peu pour d'autres. Et ensuite, donc là, c'est celui qui est en cours, et ensuite, avec l'idée aussi derrière, éventuellement, d'élargir à d'autres acteurs territoriaux que les DAC, avec toujours un peu cet objectif aussi de renforcer ce lien un peu ville-hôpital. Donc voilà, donc je voulais remercier alors plein de monde, donc je ne vais pas aller dans le détail de tous ceux qui ont participé ici à cette carte. Mais finalement, les destinataires qui étaient aussi la cible des PTA, je les ai mis ici aussi parce qu'ils ont été contributeurs, entre guillemets, parce que tout leur retour aussi, ça nous a permis de pouvoir aussi, une fois d'améliorer cet outil qui est modulable assez facilement. Et donc, évidemment, tous les acteurs que vous voyez là. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On vous félicite pour votre projet. Merci. Voilà. Moi, alors du coup, je vais commencer. Je vais vous poser une question. S'il n'y a pas de questions qui viennent, voilà, je vais amorcer le débat. Savez-vous, parce que c'est très important justement pour les parcours complexes, tout le travail que vous avez fait et le travail que vous menez sur une carte générique, si on peut dire, pour toutes les maladies rares. Savez-vous, si vous appartenez à au réseau Occitanie des maladies rares, savez-vous si d'autres réseaux en France, d'autres régions ont fait la même chose pour pouvoir… parce que sur les parcours, nous, au niveau national, on a besoin… nous, on est à un niveau macro, donc on n'a pas forcément connaissance de toutes ces cartes, tous ces outils faits par les différentes régions. Et savez-vous si d'autres régions, comme vous, avaient fait des mêmes cartes dans leur région? Alors, du coup, oui, j'ai la réponse. Et la réponse est non. D'accord. Donc, vous êtes innovant. Non, mais en fait voilà, c'est-à-dire que sur les maladies rares, donc là, par exemple, si on prend une pathologie, donc la pathologie de la maladie de Huntington, il y a des protocoles qui existent. Donc, nous, c'était vraiment l'idée de diffuser des choses qui existaient déjà, des protocoles notamment de diagnostic et de soins.
Et par contre, bien sûr, des parcours génériques maladies rares, ça pose quand même une question, parce que finalement, on parle d'un parcours sur 7000 ou 8000 maladies différentes. Donc, il y a quand même aussi en tout cas, une démarche à avoir qui reste très transversale. Donc, la réponse est non, il n'y a pas d'autres régions qui l'ont faite, parce que pour l'instant, donc, nous, on travaille avec l'ARS Occitanie sur du coup, le financement et le déploiement futur, en tout cas, de cette carte générique, et qu'eux ont déjà même été sollicités par d'autres ARS sur d'autres régions pour éventuellement aussi déployer ce genre en tout cas de cartographie sur le parcours maladie rare dans leur région. Donc c'est-à-dire que du coup chez eux ils l'ont pas. Donc pour l'instant en tout cas on est les seuls à avoir fait ça. Avez-vous identifié des associations pour assurer l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches en cas de besoin? Alors oui, en effet, on a recensé les associations qui étaient actives en fait en Occitanie, et on a mis d'ailleurs la carte mentale. Donc c'est à chaque fois les ressources générales, donc avec le site internet des associations, et aussi pour certaines, alors je vais tout regarder en même temps, les coordonnées aussi des référents régionaux. Parce que l'idée c'est aussi en fait à chaque fois d'avoir quand même une implantation régionale, le plus proche quoi en fait. Ce soit pas forcément que des informations générales. Donc oui, sur toute la partie, je sais que les associations ont énormément de ressources et puis des fois organisent eux-mêmes aussi des groupes de parole. Où à la fin, on avait recensé 3 sur Huntington. Il y avait Huntington France, donc, qui faisait aussi partie du groupe de travail, mais il y avait aussi Huntington Avenir et l'association Ding Ding Dong aussi. Très bien, merci. On passe à la deuxième présentation. Alors, comme l'a dit Madame Le Floch-Meunier tout à l'heure, on ne dit pas 1, 2, 3, il n'y a pas de classement dans les 3 présentations, c'est juste qu'il fallait un premier, un deuxième et un troisième. Donc maintenant, je vais laisser la parole au docteur Bernijol et à Madame Pena pour leur action, pour nous présenter leur action. Donc, oui, nous sommes 2 à présenter notre parcours au sein de notre hospitalisation de jour. Et donc, le titre, le libellé de cette présentation, c'est l'hôpital de jour comme acteur pivot du parcours de santé du sujet âgé. Exemple d'un établissement privé en région toulousaine, donc c'est la clinique des Pyrénées. On vous fait une présentation rapide de l'établissement. C'est un établissement, la clinique des Pyrénées, c'est un établissement privé indépendant et à orientation gériatrique situé sur Colomiers. Il a des activités historiquement, et ça a ouvert dans les années 80, mais depuis 2005, il a une activité de service de soins de suite et de réadaptation gériatrique et de médecine. Donc, et puis, depuis 2017, un service d'hospitalisation de jour SSR a ouvert, et depuis un peu plus d'1 an, on a distingué 2 parcours, dont celui qui va attirer plus notre attention aujourd'hui, c'est la prévention de la perte d'autonomie motrice, cognitive et sociale, et un parcours aussi de rééducation motrice ambulatoire. Donc, on va s'attarder aujourd'hui sur le premier parcours, prévention de la perte d'autonomie, dont les objectifs sont de fluidifier le parcours du patient âgé, de renforcer ses compétences dans les activités de vie quotidienne, pour un maintien à domicile autonome le plus longtemps possible, et pour assurer aussi une coordination entre les différents acteurs du territoire, et que ce soit les professionnels de ville, les associations d'aide à domicile et les acteurs locaux comme le guichet à tous seniors du CCAS de Colomiers. Voilà. Donc, dans le contexte de l'action, c'était aussi pour répondre au contexte, au projet régional de santé, et notamment au parcours prioritaire, au parcours du vieillissement,
et ainsi favoriser un maintien à domicile choisi de la personne âgée en perte d'autonomie, maintenir le plus longtemps possible l'autonomie à domicile de la personne âgée fragile, et puis aussi pour répondre aussi à des thèmes transversaux sur la pertinence des parcours en optimisant les modes de prise en charge et en promouvant une approche globalisée, décloisonnée, équilibrée de l'offre de soins délivrée aussi bien en établissement de santé qu'en médecine ambulatoire. Au niveau local, ça a participé aussi à la mise en œuvre du projet local de santé de la ville de Colomiers. Colomiers fait partie de ces communes qui ont mis en place un contrat local de santé et qui était en cohérence avec l'analyse des besoins sociaux du territoire. Projet qui était piloté par le CCAS de la ville de Colomiers. Donc, ça répondait aussi aux thématiques santé et handicap et à la thématique senior pour rendre plus lisible l'existant à destination du public columérin. Et voilà, et c'était aussi dans l'axe promouvoir le bien vieillir à Colomiers. Bonjour, je suis le docteur Bernie-Jolle, donc je travaille à l'hôpital de jour à la clinique des Pyrénées. Je continue la présentation. Donc, les enjeux, c'est surtout la coordination avec ville-hôpital, qui est sur cette orientation ambulatoire, permet aussi d'améliorer et fluidifier les parcours de soins et parcours de santé. C'est aussi d'améliorer l'accompagnement au long cours de la personne âgée et répondre en plus aux attendus de l'HAS dans le cadre de la démarche de certification qui insiste sur la notion d'axe d'amélioration de la coordination des parcours pour rendre les prises en charge plus efficientes. Donc, le public, depuis l'ouverture de l'hospitalisation de jour en 2017, le service d'hospitalisation de jour s'est progressivement développé jusqu'à réaliser en moyenne plus de 1500 journées annuelles. Au départ, et afin d'acculturer notre patientèle, ce développement s'est réalisé au travers de patients venant essentiellement de notre service d'hospitalisation complète. Mais aujourd'hui, on observe un développement de l'activité d'HDJ concernant les patients venus directement du domicile. C'est particulièrement en phase avec nos objectifs de notre CEPOM qui vise au développement des liens de l'établissement avec le premier recours. Les actions au long cours, effectivement, de l'équipe en charge du service HDJ, mais aussi la gouvernance, a depuis le départ tissé des liens étroits avec les acteurs de la prise en charge des personnes âgées et de notre territoire de santé, on le disait précédemment, avec le CCAS de Colomiers, avec le guichet unique de la ville de Colomiers, la Mayenne Nord 31, la CPTS de l'Ouest toulousain. Oui, oui. Et effectivement, sur le public cible, ce sont des patients de plus de 70 ans qu'on accueille, et ce sont des patients fragiles ou pré-fragiles qui vivent à domicile. Le projet, il est piloté par nous deux qui sommes présentes aujourd'hui, donc le médecin du service et moi qui encadre l'équipe qui intervient en HDJ. Mais on s'appuie avant tout sur un travail d'équipe pluridisciplinaire dans lequel chacun des professionnels qui travaillent au sein de ce service alimente le programme en gardant un fil rouge qui est le renforcement des compétences du patient pour un maintien à domicile autonome. Donc, les acteurs qui participent à cette hospitalisation de jour, c'est l'ensemble des spécialités médicales et paramédicales qui sont sur l'établissement et ça permet donc une grande diversité de formats et de sujets abordés. Donc, l'équipe est pluridisciplinaire, elle se compose d'infirmières, de médecins, d'ergothérapeutes, d'assistantes de service social, diététiciennes, orthophonistes, psychologues, pharmaciens, kinés. En plus, pour assurer une démarche structurante de l'accompagnement du patient au sein de l'hospitalisation de jour de l'établissement, tous ces professionnels ont été formés à l'éducation thérapeutique avec la formation de 40 heures. Il y a aussi les réflexions sur la prise en charge proposée et les supports de travail aujourd'hui utilisés qui sont construits en s'appuyant sur la méthodologie d'évaluation utilisée en éducation thérapeutique. Donc, les patients sont accueillis dans un service dédié qui est composé de différents espaces que vous pouvez voir sur les photos. Un espace de rééducation sur la droite, un espace de détente repos
On aménage, là on ne le voit pas sur la photo, mais on a un espace aménagé pour des temps de repos parce qu'on est avec une patientèle gériatrique. Un espace de vie, d'activité collective, un coin cuisine, repas, et qui se veut au plus près de l'environnement de vie du patient. Des mises en situation peuvent ainsi être prévues pour permettre au patient de mieux se projeter dans son quotidien. On a également des visites à domicile qui sont proposées systématiquement au patient et à son entourage dès son entrée. La visite n'a lieu qu'avec le consentement du patient et elle se fait par le binôme assistante sociale et ergothérapeute. Cette équipe mobile, elle répond à la nécessité d'un accompagnement au long cours de la personne âgée sur Colomiers et la personne qui se sent soutenue dans la proximité de son projet de vie et de santé. Donc, les modalités de réalisation, c'est donc on dénombre aujourd'hui une file active de 24 patients qui viennent à hauteur de 2 à 3 séances par semaine sur un cycle de 12 semaines. Chaque parcours de soins repose sur la mise en œuvre d'une évaluation gériatrique standardisée. On a les attentes du patient qui sont identifiées aussi au cours d'un bilan éducatif partagé initial. Et grâce à tout ça, on propose un programme personnalisé aux patients. Ce parcours HDJ proposé au sein de l'établissement s'est organisé autour de semaines thématiques qui seront ciblées sur la prévention de la perte d'autonomie dans les dimensions sociales, cognitives et fonctionnelles du sujet âgé. Chaque semaine à thème est composée de différentes activités thérapeutiques complémentaires dont les objectifs sont définis en amont, ainsi que des compétences travaillées durant la semaine abordée. La mise en place de ces semaines à thème a permis d'aller plus loin dans cette démarche d'éducation thérapeutique et notamment en proposant une approche pédagogique individualisée. Ça se traduit concrètement par la proposition de divers ateliers complémentaires sur une thématique unique sur une même semaine. Donc, il y a la nutrition, les troubles de la mémoire, les risques de chute. Et cela permet de favoriser le renforcement des compétences à acquérir et d'individualiser la prise en charge en fonction des besoins et capacités du patient. Donc, vous voyez à droite du slide, c'est sur le bilan éducatif partagé. On évalue avec le patient quels sont ses objectifs et en fonction, du coup, on a les ateliers, la visite à domicile. Enfin, on vous propose du coup les différents ateliers qui peuvent correspondre à sa prise en charge et donc à son projet personnalisé de soins. Les partenaires du secteur sanitaire et médico-social sont impliqués au moyen d'un cahier de liaison et prochainement à travers de solutions innovantes telles que la messagerie sécurisée SPICO. Et le médecin traitant reçoit à la sortie la synthèse du parcours du patient ainsi que les recommandations de suivi émises par l'équipe de soins. Donc, sur cette slide, on peut voir un logigramme qu'on a construit qui nous paraît être assez parlant sur le programme qu'on a mis en place. Ce logigramme, il a été fait aussi pour tous nos partenaires pour arriver à fluidifier et à rendre plus lisible en fait, le parcours et l'articulation de l'HDJ avec les professionnels de ville et les établissements et les structures d'aval. Donc, on voit bien sur le slide de gauche, en fait, tout ce qui se passe durant l'hospitalisation, durant le parcours des patients dans notre service d'hospitalisation de jour et cette coordination permanente avec les ressources à domicile, que ce soit les aidants, les médecins traitants, les professionnels paramédicaux libéraux et les structures d'aide à domicile. Et voilà. Et ensuite, sur la partie droite, ce sont toutes les structures qu'on peut solliciter pour justement poursuivre ce qu'on a mis en place et consolider ou améliorer ou renforcer, on va dire, tout ce qui est les dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été travaillés durant le parcours. Donc, une grille d'évaluation des compétences a été élaborée selon la méthodologie de la démarche d'éducation thérapeutique. Ça a été complété sur la première partie du séjour en HDJ et en fin de séjour pour pouvoir évaluer les bénéfices de la prise en charge proposée, la pertinence des actions et l'évolution du patient tout au long de sa prise en charge. Les premiers résultats sont encourageants sur le bénéfice du programme apporté aux patients sur différents volets de prise en charge et de façon globale.
les grilles, les résultats des grilles mettent en avant une évolution positive de l'acquisition des différentes compétences travaillées aux différentes étapes du parcours du patient. Le bénéfice est visible sur les différents volets, nutritionnels, chute, iatrogénie, troubles mnésiques. Alors après, il est intéressant de noter que les volets sur la iatrogénie médicamenteuse et les troubles mnésiques sont plus difficiles à acquérir. Et donc, c'est des axes d'amélioration que le service travaille actuellement. Sur le suivi du devenir et la réévaluation à distance des patients, un questionnaire ciblé sur l'évaluation qualitative du maintien des bénéfices et sur la réalisation des préconisations a été élaboré en prenant soin de faire le lien avec les thématiques abordées durant le temps d'hospitalisation de jour. Ce questionnaire, il a été réalisé par téléphone sur la base d'entretiens semi-directifs par l'ensemble de l'équipe, après une période minimale de 3 mois, afin de garantir une pertinence sur l'acquisition des compétences sur du moyen terme et la poursuite justement de ces compétences. Une grille de synthèse a été constituée, nous permet de rendre compte des éléments suivants. Donc, voilà, sur l'évaluation de la pertinence des activités, avec une population interrogée plutôt satisfaite, dont les scores se situent entre 7 et 9 sur 10. Et sur le taux de satisfaction sur les bénéfices du séjour en HDJ, voilà, on a plutôt des taux de satisfaction assez élevés sur les supports délivrés, sur la poursuite justement de l'utilisation de ces supports après la sortie et le bénéfice sur les comportements du patient au quotidien dans ses habitudes de vie. Donc, en quoi cette action est reproductible? Donc, c'est déjà, on utilise l'évaluation gériatrique standardisée, qui sont des bilans standardisés, reproductibles. On utilise une démarche d'éducation thérapeutique tout au long du parcours avec un bilan éducatif partagé à l'entrée, des grilles d'auto-évaluation du patient et des professionnels intervenants, des grilles d'évaluation aussi des compétences pour chaque semaine thématique et le bilan éducatif de sortie pour co-construire le projet de santé du patient. Les ateliers, chaque atelier a sa fiche pédagogique avec les objectifs, le contenu de l'atelier, le déroulement de l'atelier, ce qui permet à avoir que chaque professionnel puisse intervenir sur l'hôpital de jour grâce à ces fiches en reprenant l'atelier de la même manière qu'un autre professionnel. Il y a une grille d'évaluation aussi au niveau des visites à domicile et la grille d'évaluation à 3 mois. Ce parcours est innovant, aussi traduit... Ce parcours innovant traduit par les points qui sont détaillés là. Donc, un travail en partenariat avec les responsables du CLS2, de Colomiers et le CCAS. Un renforcement de la coordination entre les professionnels de ville, les aidants et l'identification des besoins à la sortie. Et une complémentarité avec le haut niveau d'expertise d'établissement, comme le gérontopole du CHU, aussi avec les partenaires du réseau Clinavenir. Et la mise en place enfin d'une équipe mobile gériatrique qui est à titre expérimental pour un accompagnement au long cours de la personne âgée, qui se sent ainsi soutenue dans la projection de son projet de vie et de santé et qui nous aide beaucoup aussi sur la suite de la prise en charge, parce qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe à domicile. Merci de votre écoute. Merci à vous pour cette présentation. Alors moi, j'avais une première question à vous poser. Donc, merci pour ce parcours des patients âgés fragiles. J'avais une question sur les aidants. Alors, au-delà de leur participation au temps d'évaluation, au premier temps, j'imagine, pour le diagnostic partagé du patient, comment sont accompagnés les aidants au sein de votre programme pour permettre le maintien des compétences au domicile pour le patient? Du coup, donc, il savait que les aidants sont souvent contactés au tout début ou sont présents. Et après, il y a un suivi aussi avec les assistantes sociales du service qui sont en lien quand même souvent avec les aidants pour justement évaluer les aides à domicile. La visite à domicile se fait avec l'aidant principal aussi. Donc, il est aussi présent pour
Comme ça, on a aussi ce discours-là, où vraiment on se rend compte de ce qui se passe. Et enfin, le bilan éducatif partagé final se fait avec l'équipe et le patient avec son aidant principal. Et là aussi, il y a les préconisations sur la suite de la prise en charge à domicile, peut-être des prescriptions de kiné, d'orthophonie, enfin d'autres, voilà, même l'adaptation des aides, sur le logement aussi avec l'ergothérapeute qui propose, il y a des préconisations même de matériel, voilà, donc tout est discuté aussi sur ce temps d'échange sur le BEP final. Et on a un lien permanent avec l'extérieur, dont les aidants, notamment avec le cahier de liaison, Oui, qui est un support d'échange à tout moment, et pour les professionnels et pour les aidants. Pendant ce temps-là, une question est arrivée. Donc, comment les patients sont-ils inclus dans ce parcours? Alors, vous savez qu'on a, sur la clinique des Pyrénées, on a une activité SSR en hospitalisation complète. Donc, c'est vrai que beaucoup de patients, au départ, surtout, étaient issus de cette hospitalisation complète. Ça permet de raccourcir le séjour en hospitalisation complète, faire le relais avec le domicile, les accompagner vraiment pour éviter la rechute et la réhospitalisation. Donc, ça marche quand même bien. Et de plus en plus, on a des patients qui viennent de l'extérieur, donc qui sont adressés par leur médecin traitant. On a quelques patients aussi du Gérontopole. Voilà. Après, on fait des journées, des journées à thème aussi sur la clinique des Pyrénées avec le CCAS de Colomiers, ce qui permet aussi d'avoir des personnes de Colomiers qui viennent sur la clinique se renseigner. Et donc, c'est un lien aussi direct avec les patients. Oui, et pour mieux cibler justement l'aiguillage vers notre parcours, on a dans notre dossier d'admission proposé des grilles d'inclusion et d'exclusion justement pour s'assurer et pour assurer aux patients et aux médecins traitants que notre programme va correspondre à ses besoins. Voilà, et en cas de doute, c'est vrai que j'appelle le médecin traitant pour vraiment savoir l'état de santé du patient, si c'est cette prise en charge-là qui est le plus adapté. Voilà, on essaie dans ces cas-là, quand même, d'avoir un lien direct avec le médecin traitant. Merci. On va passer à la troisième présentation. Voilà, je passe la parole à Madame Salvignol, au docteur Salvignol. Alors, c'est Madame Sesquin qui va commencer pour la SEI et je prendrai la suite à la fin du diaporama. Très bien. Merci. À vous, mesdames. Bonjour à tous et à toutes. Merci au SRA de nous avoir permis de présenter notre projet. Alors effectivement, on va le présenter avec le Dr Salvignol à deux voix. Ce projet donc est porté Handicap et Cancer Coopérant Nous, est porté à la fois par la ZEI, donc une association médico-sociale qui assure la prise en charge du handicap à tous les âges de la vie et sur tous les types de handicap, et bien sûr par l'UCT Oncopole qu'on ne présente plus, mais qui est un établissement de santé qui assure la prise en charge de certaines pathologies cancéreuses. Alors, le contexte de cette action, donc, elle s'inscrit complètement dans le plan cancer 2014 et 2019 qui vise dans une de ses priorités à réduire les inégalités dans la prise en charge des pathologies cancéreuses. Et nous avons donc fait le choix dans ce projet de cibler l'accompagnement des personnes présentant des handicaps et des handicaps type déficience intellectuelle. Donc, ce projet a pu voir le jour parce que nous avons répondu conjointement à un appel à projet de l'INCa à 2019, dans lequel nous avons été retenus. Et l'objectif de ce projet est bien d'améliorer le parcours de prise en charge des personnes en situation de handicap présentant une déficience intellectuelle sur l'ensemble de leur parcours de prise en charge à l'Oncopole, mais en amont et dans les suites aussi de prise en charge. L'objectif aussi de ce projet est de sensibiliser les acteurs du médico-social à ce parcours de prise en charge en cancérologie et de pouvoir comprendre et anticiper les besoins des personnes que l'on accompagne sur tous les temps de cette prise en charge. L'objectif aussi étant de permettre d'étendre ce parcours de prise en charge à d'autres populations qui pourraient bénéficier de ce parcours lorsqu'ils sont pris en charge sur l'Oncopole. Donc, pourquoi les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle? Pourquoi ce choix? Alors, nous l'avons partagé avec l'Oncopole qui, quand nous avons commencé à travailler ensemble, a réalisé une évaluation au sein de sa structure pour définir quelles étaient les situations de handicap qui pouvaient
pour les professionnels qui prenaient en charge des personnes au sein de la structure, représentaient une population un peu plus complexe ou pour lesquelles ils identifiaient un besoin d'améliorer ce parcours-là. Donc, l'objectif a été de cibler les personnes présentant une déficience intellectuelle, mais surtout derrière, de le travailler aussi pour d'autres personnes qui présenteraient des pathologies à type de tumeur cérébrale ou des publics âgés présentant des troubles cognitifs ou aussi des personnes non francophones qui pourraient utiliser à la fois le parcours, mais à la fois tous les outils qui ont été créés. Et l'objectif aussi a été d'accompagner l'ensemble des professionnels, tant côté Oncopole sur la connaissance de ce type de handicap et l'accompagnement que l'on pouvait réaliser, et également côté ASEI pour accompagner les professionnels à mieux comprendre ces parcours de prise en charge. Pour mettre en place ce projet, donc on a fait le choix effectivement de mettre en place un comité de pilotage et nous avons fait le choix au sein de l'ASEI de mettre autour de la table à la fois des référents qui sont présents sur le secteur adulte et qui pouvaient apporter la connaissance du secteur adulte avec toutes les modalités d'accompagnement du secteur médico-social, le secteur pédiatrique également. Et côté UCTO, l'idée était effectivement d'impliquer à la fois des soignants, des médecins et des professionnels qui pouvaient contribuer à cette prise en charge-là, mais aussi l'équipe d'encadrement qui a largement contribué à ce projet. Les acteurs, je vous les ai cités. Sur l'ASEI aussi, nous avons fait le choix d'impliquer une équipe référente formée à l'ACA, qui est donc la communication améliorée alternative, qui travaille depuis de très longues années sur des supports et des outils de communication adaptés aux enfants que l'on peut accompagner sur le bassin de Ramonville. Et l'idée de ce projet est de bien comprendre que pour autant, notre expertise, nous l'avons mis au service au sein de l'ICTO à l'accompagnement des personnes qui étaient prises en charge depuis la programmation, leur premier rendez-vous, l'ensemble de leur parcours de prise en charge qui peut être différent selon les patients, jusqu'aux dernières consultations de suivi et dans le cadre aussi de l'accompagnement et les partenaires libéraux, si c'est le cas, pour partager tout le dispositif qu'on a pu mettre en place. Et l'idée aussi est de pouvoir permettre à d'autres établissements médico-sociaux, bien sûr hors ASEI, de pouvoir bénéficier de cette approche, de ce parcours et des outils que l'on a pu mettre en œuvre. Et je passe la parole au docteur Savignol. Merci. Donc, effectivement, nous avons mis en place des groupes de travail dans le cadre de la réalisation de ce projet dont le but était les 3 points qui suivent, c'est-à-dire rédiger un guide de bonne pratique, rédiger des supports de communication à la fois d'information pré-thérapeutique et des supports de communication pour les patients accueillis sur l'Oncopole et qui présentaient des difficultés de communication. Réaliser des actions de communication dans différents médias et puis mettre en place une formation. Voilà, ça c'est pas le nerf de la guerre, mais pas loin. Une formation handicap et cancer qui a déjà été réalisée en 2021, qui a regroupé, donc, qui était pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle et mixte dans le sens où elle comprenait des acteurs et des participants des 2 domaines, à savoir des domaines sanitaires et médico-social, qui a été réalisée, alors la première sous 3 jours, la deuxième sera réalisée sur 2 jours, sous forme d'ateliers interactifs en groupe de travail pour échanger les expériences des uns et des autres et pouvoir faire toucher aux uns et aux autres les points sensibles des parcours complexes que sont les parcours de patients cancéreux et pour nous, pour les soignants, les difficultés du milieu de vie de ces patients, l'équilibre précaire, l'importance des aidants, l'importance des soignants, des personnels qui les entourent, et sous forme aussi d'une journée d'immersion dans un établissement de soins qui est en l'occurrence l'IECT Oncopole ou un établissement médico-social référencé dans le cadre du projet handicap et cancer pour que les uns et les autres puissent voir de quoi on parle. Elle permet à tous donc de comprendre les différents parcours des patients. Elle a donc été réalisée, ma foi, avec succès, très appréciée par les participants l'an dernier. Et elle sera réalisée à nouveau en octobre 2022. Il reste encore quelques places, je crois 2 ou 3 places, si certaines personnes sont intéressées. Les résultats de ce projet, c'est qu'effectivement, 64 patients ont été intégrés, en ont bénéficié et en ont bien bénéficié, que la formation a eu lieu,
qu'on a créé, on va vous le montrer dans les diapos de conclusion, des supports de communication adaptés aux patients handicapés mentaux. Alors, c'est à la fois des supports d'information, je vous le disais, et des supports de communication pour les patients non communicants. Les supports d'information, il est très important de noter qu'ils ont été adoptés par l'ensemble des professionnels sur l'Institut. Ils ont été réalisés effectivement en coopération avec l'équipe de la SEI, qui nous a permis de traduire nos documents d'information complexes issus des sociétés savantes en langage facile à lire et à comprendre, ce qu'on appelle nous le FALC. Et ces outils de communication sont généralisés, c'est-à-dire que dans le cadre d'une démarche intégrative, et parce qu'on s'est aperçu que ces outils étaient très performants, ce sont des outils d'information que nous donnons à tous nos patients. Vous le verrez plus loin, l'outil sur la mammographie, il est donné à tous les patients qui vont avoir une mammographie. L'outil sur la prise en charge de l'opéré, il est distribué à tous les patients qui vont être opérés et pas seulement les patients qui ont déficience intellectuelle. L'outil sur la prise en charge en chirurgie ambulatoire, il est distribué à tous les patients. Et effectivement, ils sont beaucoup mieux lus, beaucoup mieux compris et beaucoup plus efficaces. On a pu réaliser ce guide de bonne pratique, réaliser nos actions de communication et je voulais vous donner quelques exemples plus prégnants pour vous expliquer comment ça se passe. Les patients sont inclus, donc, comme vous le disait Madame Sesken, dans ce dispositif, à différentes étapes de leur prise en charge. Nous avons la chance d'avoir un dossier patient totalement informatisé. Quand les patients sont inclus dans le dispositif, le dossier patient fait apparaître qu'ils sont inclus dans le dispositif handicap et cancer. Et ainsi, tous les professionnels de santé peuvent aller voir un formulaire ressources, un formulaire informatique qui a été rempli par le référent handicap et cancer, et qui permet à chacun, assistante médicale, personnel administratif, personnel de santé, personnel paramédical, des soins de support, de savoir comment prendre en charge le patient. Et par exemple, on a des patients dont on s'est rendu compte qu'ils avaient des déficiences mnésiques importantes sur le langage oral et qu'il fallait leur noter toutes les informations dans un cahier. C'est ce qu'on fait pour certains patients. Et ça nous a permis d'avoir une adhésion aux soins beaucoup plus importante. Ces patients viennent à leur rendez-vous, ils sont compliants pour leur traitement. Voilà. On a beaucoup de patients autistes, de patients adultes autistes, et on a pu flécher leur parcours pour qu'ils soient pris en charge dans des conditions calmes, dans un bureau de consultation isolé et pas installés dans une salle d'attente surpeuplée, vus en présence de leur aidant. Voilà. Après, il y a des choses beaucoup plus évidentes. Les patients qui sont sourds, muets, qui ont déjà des outils de communication comme des tablettes, des cahiers de pictogrammes à leur disposition. Voilà, tout ça, on a respecté les outils de communication qui leur étaient adaptés. Et je crois qu'on peut dire qu'on a sensibilisé les professionnels des deux secteurs à la nécessité des uns et des autres, enfin aux impératifs des uns et des autres, qu'on a, en tout cas pour ce qui est des soignants au sein de l'Institut, on leur a donné des armes pour prendre en charge ces patients parce que c'est souvent des patients devant lesquels on se sent très démunis. On a peur de perdre du temps, de mal faire, de perdre de vue ces patients parce qu'on ne va pas réussir à obtenir leur adhésion. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent plus. Voilà, ça a considérablement fluidifié le parcours de ces patients. Et on a commencé, comme c'est quelque chose qui est déjà bien lancé dans le traitement des patients, on a commencé à amorcer des actions sur la prévention en lançant des coopérations avec les cabinets médicaux de ville, en l'occurrence la prévention sur le dépistage du cancer du sein, les cabinets de radiologie qui sont partenaires dans le cadre du projet handicap et cancer et qui vont pouvoir recevoir ces patients dans le cadre du dépistage. Voilà. Voilà un exemple, c'est les deux dernières diapositives. Ça, ce sont les supports d'information dont je vous parlais. Le premier support concernant les consignes avant l'anesthésie générale, il est diffusé à tous les patients. Il est affiché dans toutes les chambres. Et celui sur la mammographie, de la même façon, il est diffusé à tous les patients ou patientes, parce que c'est essentiellement des dames qui vont avoir une mammographie chez nous. Voilà. Et il remplace tous les documents d'information existants qu'on avait jusqu'à maintenant. Et la traduction en FALC donc, est en train d'être faite pour tous les documents d'information qu'on a à donner à nos patients. Il y en a une bonne quantité. Et puis, la dernière diapo, si vous voulez bien la montrer, ce sont les pictogrammes qui nous servent à communiquer avec les patients déficients intellectuels pour les différents besoins essentiels, pour l'évaluation de la douleur, pour l'évaluation des besoins essentiels et qui nous servent aussi pour les patients non communicants
comme vous le disiez, Madame Sesquin, des patients qui peuvent être illettrés, on en a beaucoup, des patients qui peuvent être étrangers, et puis on a beaucoup ici de pathologies cancéreuses ORL, et des patients qui ne peuvent pas communiquer du fait de leur maladie. Et c'est des pictogrammes qui sont utilisés au jour le jour dans les services qui prennent en charge ces patients-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, mesdames, pour cette très belle action. Moi, j'ai une question sur la construction des outils, sur la construction de vos outils et leur élaboration. Est-ce que vous avez impliqué dans leur construction des usagers, des patients porteurs de handicap pour donc tester vos outils de communication dans une phase pré-test, par exemple, notamment? Alors, certains, pas tous, mais certains, effectivement, oui, ont été testés avec, alors plus les aidants que les patients eux-mêmes, mais oui, tout à fait, oui. Et du coup, ça a été intéressant, j'imagine, de construire, de co-construire avec ces aidants. Oui. C'est une démarche qui est assez généralisée sur l'Institut, c'est-à-dire que pas forcément pour ce projet-là, mais les usagers en général sont relativement impliqués. Ils nous valident chaque fois les documents d'information qu'on remet aux patients. Ils sont toujours réalisés avec les associations des usagers, les représentants des usagers. Et c'est vrai que c'est une démarche qu'on a l'habitude de pratiquer sur l'Institut. Oui. Merci. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, il me reste à remercier chaleureusement les 7 établissements qui ont contribué à ce challenge. Vraiment, bravo pour toutes ces actions. C'est intéressant de pouvoir les partager. Donc là, nous en avons présenté 3. Merci beaucoup. Et les autres seront, enfin, toutes les présentations seront sur notre site. Voilà, n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, elles n'y seront pas dès demain matin. Ne vous précipitez pas demain matin, mais dans les semaines qui arriveront, elles seront à disposition et nous sommes là aussi pour faire le relais pour ceux qui auraient besoin de compléments d'information. N'hésitez pas à nous contacter. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochain challenge. Je reste mystérieuse sur la date, comme ça vous donne l'obligation d'aller sur notre site et de regarder activement quand il va arriver. Mais en tout cas, il y en aura un autre. Merci à tous. Merci au docteur Hertel Pau d'avoir animé ce challenge et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à tous.